François, merci beaucoup d'être avec nous. Je t'ai entendu parler pour la première fois de l'ikigai il y a plusieurs mois et j'ai trouvé une résonance évidemment très très forte avec le thème de notre journée, puisque trouver sa place et aussi trouver le sens de sa vie et l'envie de faire des choses en accord, en harmonie avec les autres. Donc j'aimerais quand même que tu nous expliques ce que c'est que cette notion d'ikigai et comment on trouve son ikigai dans une société apprenante. Donc puisque c'est le définir titre de ton rapport. tous ces termes. Donc l'ikigai, c'est un terme qui nous vient du Japon et en particulier, il y a plein de variantes sur le web et je pense que c'est à chacun de savoir ce qui met derrière ces mots. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est quelque chose qui est à l'intersection entre ce dont le monde a besoin, ce qu'on aime faire, ce que l'on sait faire ou peut apprendre à faire, et ce pourquoi on peut trouver des ressources, y compris éventuellement un salaire, ce qui peut être utile quand on est dans l'entreprise, mais quand on est plus jeune ou plus âgé, c'est pas forcément la première priorité. Et donc comment est-ce qu'on trouve quelque chose qui est à l'intersection de l'ensemble de ces choses-là, qui sont aussi très proches de notre passion, notre mission, notre vocation, notre profession? Comment est-ce qu'on apprend à identifier ces choses? Aujourd'hui, on n'est pas vraiment accompagné dans cette recherche. Trouver sa place, c'est pas quelque chose pour lequel on est spécialement accompagné et c'est pas facile à trouver seul. Et en tant que scientifique, on peut s'interroger. J'en profite pour saluer Claudie et Nuré. La NASA nous a montré que si on regardait la Terre vue de très loin, on était juste un petit point bleu dans l'espace. Carl Sagan a écrit un très beau texte là-dessus. Typiquement, la place dans l'univers, Joël en parlait tout à l'heure. Déjà, on peut s'interroger sur cette place-là. Quand on est biologiste comme je le suis, on peut s'interroger sur notre place dans le vivant. Donc voilà, je pense que trouver sa place, ça peut être à tous les niveaux. On a beaucoup parlé de la place professionnelle tout à l'heure. Je pense qu'il faut trouver sa place à toutes ces échelles et qu'on a besoin de ce questionnement. Et ce questionnement peut être individuel, bien sûr, mais je pense que si on amène un questionnement collectif, il y a plus de chances de trouver des réponses qui nous aideront à trouver nos places. Parce que ça a été très bien dit dans la séance précédente, si moi je trouve ma place mais que les autres ne le trouvent pas, en fait je suis probablement pas à ma place. Et donc moi par exemple je me suis interrogé sur notre lieu et c'était quoi notre place ou notre rôle, et peut-être que notre rôle c'est d'aider nos étudiants à trouver leur ikigai. D'accord. Donc peut-être que l'ikigai de notre organisation, c'est d'aider d'autres à trouver le leur. Je ne sais pas, j'imagine que Julie ou d'autres pourraient dire des choses assez proches de ça. Donc comment est-ce qu'on trouve notre place en aidant peut-être les autres à trouver leur place? Et en tant que, on peut se poser cette question à titre individuel, à titre collectif, à titre institutionnel, éventuellement même en tant qu'entreprise, mais même en tant que société. En tant que planète, c'est quoi notre place? Donc et je ne prétends pas du tout avoir la réponse, mais je pense qu'on a besoin de se poser ces questions collectivement. Et donc, tu parlais de société apprenante, je vais essayer aussi de le définir un peu rapidement. Une société apprenante, c'est une société dans laquelle non seulement on a appris à apprendre, et on a dit et entendu à quel point c'était important, mais c'est aussi une société dans laquelle on n'apprend pas à apprendre seul, on apprend à apprendre collectivement. C'est quoi un collectif qui a appris à apprendre? C'est un collectif qui fait en sorte que quand quelqu'un a appris quelque chose dans ce collectif, quelqu'un d'autre va pouvoir apprendre la même chose plus facilement. Parce qu'on documente, on partage, et encore une fois, j'apprends, je transmets, tout ça, ça a été très bien dit tout à l'heure. Donc cette capacité à apprendre collectivement, je pense que c'est une des caractéristiques de l'humanité. Je pense que déjà auprès des premiers feux, nos tribus ancestrales se retrouvaient et partageaient ce qu'elles avaient appris dans la journée et le transmettaient. Donc on fait ce genre de choses assez spontanément, mais en même temps, on a créé tout un tas d'institutions qui ont des silos parce qu'on essaie d'optimiser un certain nombre de choses. Et donc, on oublie cette capacité à transmettre. On n'a pas toujours le temps et on n'a pas toujours les incitations, parce qu'on a peut-être plus d'incitations à la compétition qu'à la coopération dans certains moments. Et je pense que ça, il faut que ça change. On a une chance, c'est que le numérique nous permet d'apprendre à apprendre et à transmettre à des échelles sans précédent. On peut documenter et partager instantanément. Et donc, on ne peut pas simplement être un collectif local apprenant, on peut devenir des collectifs globaux, on peut devenir une planète apprenante, des sociétés apprenantes. Une société apprenante, c'est aussi une société qui apprend d'autres sociétés. Elle peut regarder comment d'autres sociétés sont organisées. Et donc, elle peut progresser d'autant plus vite qu'elle s'inspire des meilleures pratiques et elle avance. Une société apprenante, c'est une société qui fait de la recherche sur ce que c'est qu'apprendre. Hein, les institutions, les universités, par exemple, elles font de la recherche pratiquement sur tout, mais quasiment jamais sur elles-mêmes. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc comment est-ce qu'on peut... moi, je viens de la recherche biomédicale. La santé et l'espérance de vie progressent parce qu'on fait beaucoup de recherche. Si on ne fait pas de la recherche sur ce que c'est qu'apprendre, si les seuls investissements, c'est comment les machines apprennent, ça, on investit beaucoup en ce moment là-dessus, il va y avoir un problème. Donc il va falloir investir sur comment est-ce que les humains apprennent, à titre individuel et à titre collectif. Et comment est-ce qu'on fait coévoluer notre manière d'apprendre
entre nous et avec les machines. Et donc, comment est-ce qu'on fait coévoluer nos intelligences en augmentant nos intelligences réciproquement, parce qu'on est généralement plus intelligent collectivement, si tant est qu'on sache travailler ensemble, parce que la bêtise collective, ça existe aussi très bien. Et donc, le web peut très bien l'amplifier, donc il n'y a pas de doute que des travers sont possibles. Mais donc, comment est-ce que non seulement on catalyse, mais on canalise cette intelligence collective? Et ça suppose de se mettre d'accord sur quels sont les process qui vont nous aider. Et donc, je pense qu'on a besoin de mobiliser l'intelligence collective sur comment est-ce que l'intelligence collective peut progresser. Donc, il y a beaucoup de méta. Il faut apprendre à apprendre et il faut le faire individuellement et collectivement à toutes ces échelles. Tu disais tout à l'heure que trouver sa place, ça pouvait être aussi un petit peu compliqué avec le système éducatif qui est plutôt dans l'accumulation des connaissances et le concours, la compétition, plus que dans la recherche de l'épanouissement de soi-même. Comment on pourrait mettre parmi les matières à enseigner, trouver son ikigai justement à l'école ou... Je pense que le questionnement doit être clé. Le pic de questionnement, c'est à l'âge de 4 ans. Et il faut favoriser ce questionnement et de manière très multidimensionnelle, interdisciplinaire, etc. Et les enfants, vous avez accueilli ici les Saventuriers, les enfants chercheurs, en fait on est tous nés chercheurs. Vous regardez un bébé, la manière dont il observe le monde, fait des hypothèses sur le monde, expérimente, fait des erreurs, apprend de ses erreurs, c'est exactement ce que font les chercheurs, simplement il le fait à sa manière. Si on aide à passer de ce questionnement enfantin à un questionnement scientifique en lui offrant des méthodologies, il va pouvoir aller beaucoup plus loin dans son questionnement. Je pense qu'on dit l'erreur est humaine, errare humanum est, et en fait errare c'est non seulement l'erreur, c'est aussi l'errance. Donc on a besoin d'explorer. Il y a toujours un dilemme entre exploration et exploitation. Dans l'entreprise, on dit surtout que le bilan d'exploitation, c'est quand même le truc le plus important. Mais enfin, si on n'a pas de recherche, on n'aura pas de marché demain, et donc il va falloir qu'on évolue. C'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans le vivant, c'est vrai pour tous les humains. Mais je pense que les machines, elles exploiteront mieux que nous très vite. Et donc, notre capacité à explorer, c'est à mon avis ce qui fait notre spécificité. Mais donc, il faut se donner le droit à l'erreur. Et dans l'école, Julie l'a dit tout à l'heure, c'est une des caractéristiques essentielles. Mais c'est aussi le cas du jeu. Il y a plein d'endroits en fait où explorer est encouragé et sans prendre de risques. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment apprendre à le faire. Et donc cette capacité à explorer, je pense qu'il faut même explorer de nouvelles manières d'explorer. Parce que, par exemple, un chercheur, c'est son métier d'explorer. Mais un chercheur dans une discipline qui est financée pour faire un truc, il explore là où on lui a dit d'explorer et là où il a déjà exploré. Mais si on veut aller vraiment vers demain, il va falloir qu'on explore différemment. Il va falloir qu'on explore de nouvelles interfaces, de nouvelles thématiques. Et il va falloir qu'on n'explore pas simplement individuellement, mais collectivement. Donc je pense que cet ikigai et cette capacité à explorer, en fait, vont de pair. Il faut qu'on explore individuellement et collectivement. Et ça peut s'apprendre très jeune. On peut monter des projets très jeunes. Il y a des enfants, je parle du projet Bâtisseur de Possible que j'aime beaucoup, que vous pouvez retrouver facilement sur le web. Ça s'appelle Design for Change à l'international. Il y a des millions d'enfants qui ont été impliqués. C'est des enfants qui vont suivre 4 étapes très simples. La première, c'est qu'ils vont sentir quelque chose qui les touche, un sujet qui les touche vraiment. Ensuite, ils vont essayer d'imaginer une solution pour résoudre le problème qu'ils ont identifié comme les touchant. Ensuite, ils vont essayer de la mettre en œuvre et ensuite, ils vont raconter. Ces 4 étapes, moi, j'ai vu des enfants de 4 ans le faire et j'en ai vu à tous les âges après ça. Donc, en fait, c'est très simple et on peut apprendre en essayant et on apprend en faisant. On apprend en faisant. Ce qui fait du sens, c'est ce pourquoi on a déjà expérimenté, ce qui nous a touchés, ce qui a impacté les autres, ce pour le quoi on a eu cette reconnaissance dont on a beaucoup parlé aussi tout à l'heure. Alors, on a vraiment besoin de remettre de la créativité et de fabriquer des petits chercheurs et des grands chercheurs finalement. Hein. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discours. Est-ce que ça veut dire aussi que la domination du QI, dont on entend beaucoup parler à l'ère de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de la diminution du QI, de l'importance du QI. Est-ce que ça veut dire que c'est un petit peu dépassé et que le QE, donc le quotient émotionnel face au quotient intellectuel, est en train de supplanter un petit peu cette idée de QI? Parce que sans émotion, sans empathie, sans envie de collaborer, de créer du lien, du sens, on ne va pas être ni des bons chercheurs, ni des bons agents collaboratifs.
D'abord, fondamentalement, je pense que l'intelligence, elle est multidimensionnelle. Parce que s'il n'y avait qu'une seule dimension de l'intelligence et qu'on avait une intelligence artificielle supérieure à nous dans toutes ces dimensions, là, on pourrait commencer à s'en inquiéter. Mais donc, je pense que, fort heureusement, elle est multidimensionnelle. Ça fait très longtemps que des machines calculent ou mémorisent mieux que moi, par exemple, alors que j'ai été sélectionné essentiellement sur mes capacités à mémoriser et à calculer. Donc, je pense qu'on a un problème par rapport à ça. On aimerait croire que le système éducatif a une seule dimension et que seul le major à telle école a le droit de parole dans la vie de la cité. Je pense que c'est complètement faux. On a besoin d'une diversité d'intelligence et cette diversité d'intelligence, elle inclut beaucoup de dimensions. L'intelligence émotionnelle en fait évidemment partie. La capacité à l'intelligence collective, et on a montré par exemple que l'intelligence d'un collectif de 5-6 personnes, c'est pas le max des intelligences, c'est pas la somme des intelligences, c'est plus la capacité à travailler ensemble. Et en l'occurrence, ça corrèle avec le nombre de femmes dans un groupe. Donc ça plaide pour la diversité. Et puis je pense qu'un certain nombre de personnes comprendront ce que je veux dire ici. Mais donc on a besoin de ce genre de choses. Mais ça, on l'a étudié sur des petits groupes. Qu'est-ce qu'il en est sur des groupes plus importants? Comment est-ce qu'on développe ça? Donc on a besoin de comprendre ces multiples formes d'intelligence et de les développer. Et donc on a besoin de faire de la recherche sur ce que c'est que nos capacités. Je pense qu'on connaît très peu, y compris les capacités des plus petits. Comment est-ce qu'on développe ces capacités émotionnelles, relationnelles, cette curiosité, cette créativité chez les plus jeunes? Comment est-ce qu'on les met dans un environnement où ces capacités innées, y compris de philosopher, de questionner, de faire de la science, sont développées plutôt qu'atrophiées parce qu'on leur dit passe ton bac d'abord, passe ton concours d'abord, un jour peut-être tu auras le droit de poser une question. Alors tu parles de confiance, c'est une idée très très importante aussi. J'entendais d'ailleurs sur BFM, je crois que c'est hier soir, notre ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, rappeler qu'il voulait créer une école de la confiance. Est-ce que c'est la condition vraiment indispensable pour trouver son ikigai, d'arriver à remettre de la confiance dans l'école, entre les élèves, entre les profs et les élèves, dans la société? Ouais, je pense que à mon avis, c'est une condition nécessaire. Je ne sais pas si elle sera suffisante, mais je pense qu'on a besoin de cette confiance. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plus, en tout cas historiquement, un système basé sur le contrôle et la hiérarchie. Et les systèmes qui ont fait évoluer les pays qui ont fait évoluer leur système éducatif sont passés de système de contrôle à un système de confiance, système de compétition à un système de coopération. Et ça, c'est à tous les échelles. Parce que c'est vrai dans la relation entre le prof et l'élève, c'est vrai entre les adultes. Est-ce qu'il y a 10 niveaux hiérarchiques qui imposent aux enseignants une manière de penser, ou est-ce qu'on leur fait confiance? Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. C'est quoi l'ikigai d'un enseignant? Si on n'aide pas un enseignant à trouver son ikigai, si on l'aide pas à se former, hein, j'ai beaucoup aimé les résultats du sondage tout à l'heure, tout le monde veut se former, tout le monde a envie, tout le monde aime ça, donc c'est quand même extrêmement positif. Mais est-ce qu'on forme les formateurs? Est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'on les aide à évoluer? Est-ce qu'on les a quid de leur formation initiale? Jean-Michel Blanquer est en train de réfléchir à la notion d'ESP du futur et de repenser cette formation des enseignants. Je pense que c'est vrai de tous les formateurs, qu'ils soient dans le supérieur, dans le scolaire, dans le monde de la formation continue. On a besoin de s'interroger collectivement sur ces choses-là. Et effectivement, ça suppose de mettre cette confiance. Et si on veut aider les gens à trouver leur place, si le prof ne sait pas quelle est sa place, il n'aidera pas les élèves à trouver la leur. Et donc il faut avoir un vrai débat collectif. Et typiquement, les pays qui font réussir les élèves, c'est les pays où les profs coopèrent entre eux. Quand on interroge les profs en France, ils disent moins coopérer que d'autres dans d'autres pays. Quand on interroge les élèves, c'est la même chose. Et donc coopération et confiance, ça va ensemble. Créativité, compassion, capacité à travailler ensemble, tout ça, ça évolue avec notre capacité à communiquer et à se comprendre soi et à comprendre l'autre. C'est comme ça qu'on peut trouver sa place et qu'on peut aider l'autre à trouver sa place et que notre collectif va pouvoir trouver une place dans des collectifs toujours plus vastes et qui sont aujourd'hui à l'échelle planétaire. Merci beaucoup. On est parfait dans les temps. Donc, l'ikigai, en fait, ce que je retiens, moi, c'est que ça nous aidera, si ce n'est à réussir dans la vie, à réussir notre vie. Et ça, c'est très, très important, puisque ça dépend aussi des autres. Merci beaucoup, François. Merci.